Les gens sont toujours très étonnés, surpris, parfois choqués. C'est le but d'une performance, justement. Moi, je considère quand même tous ces happenings, le fait de choquer, tout ça, c'est pas du tout ma façon de penser ni de considérer l'art. Quand les gens me demandent mon opinion sur l'art, je dis écoutez, si vous en avez une, vous avez de la chance. Si vous avez une définition, vous avez encore plus de chance. Moi, je n'en ai pas. Pierre Pinoncelli est un très grand performeur français, c'est-à-dire qu'il fait des happenings, comme on dit en anglais. Et en France, c'est un des plus importants. Le personnage est très sympathique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois, pas trop longtemps. Il m'a toujours paru extrêmement sympathique, jovial, mais un brin mégalo, c'est ça. C'est qu'il y a chez lui quand même un désir d'être reconnu. Mais bon, c'est pas malsain. Il y a un côté vraiment très enfantin chez lui qui fait qu'il peut tout se permettre. À la base, il y a ce désir, cette soif de reconnaissance, mais en même temps, il n'y a pas la connerie de Ben. Il n'y a pas cette volonté de réussir à tout prix. Il n'a pas fait ce qu'a fait Ben. Ce qu'a fait Ben, c'est faire de telle sorte qu'il écrit la moindre chose avec une encre blanche sur un fond noir et hop, ça se vend extrêmement cher. Pinoncelli n'est jamais rentré dans cette logique parce qu'il aimerait rentrer dans l'histoire de l'art, me semble-t-il, par un acte authentique. On a l'impression que Pierre Pinoncelli, après avoir été un grand voyageur, je ne dis pas un aventurier, mais un grand voyageur, s'est intéressé à beaucoup de choses, a fait de la peinture, a fait même de la sculpture, a fait des performances par conséquent, et on se dit peut-être, tout ça, ça a l'air bien hétéroclite. Pas du tout, parce que ce qui est vraiment la grande unité de l'œuvre de Pierre Pinoncelli, à mes yeux, bien sûr, c'est que c'est un homme qui a une intention. Et cette intention, elle est d'ordre social, philosophique, éthique presque. La salle du musée était éteinte et il y avait juste un projecteur sur un billot de bois. Et sur le billot de bois, il y avait une hache. Voilà, donc les gens savaient ce que j'allais faire, donc c'était assez tendu comme atmosphère. Bon, et quand j'ai mis mon doigt sur le billot, les gens ont commencé, il y a 5 ou 6 jeunes femmes qui sont évanouies. Et puis, quand j'ai levé ma hache, les gens ont commencé à crier « ne le faites pas », je sais pas quoi, donc j'ai abattu. Et en fait, j'ai raté mon coup, donc j'ai été obligé de taper 2 fois. En plus, quand le doigt était par terre, donc j'ai ramassé mon doigt. C'était une sorte de demi-verre, de gros verre, même pas luisant, si luisant à cause du sang. Et je me suis dessiné une sorte de cœur rouge sur la poitrine. Et après, il y avait un grand mur derrière moi. Donc j'ai écrit FARC sur le mur, sur 5 ou 6 mètres. Et après, donc, pendant plusieurs minutes, j'ai arrosé les lettres FARC de mon sang. Et il y avait une ambiance très tendue parce que Cali étant la patrie des FARC, et là-bas, d'oser mettre du sang sur les FARC, c'est-à-dire de dire que les accusés en somme que c'était des sanguinaires, bon, paraît-il que ça aurait pu très mal se passer. Il me semble qu'il y a quand même qu'on a diagnostiqué chez lui une maladie particulière dont je ne connais pas le nom, une sorte d'hyperactivité où par moment, à des moments précis, il a peut-être, je sais pas, un excès d'adrénaline. En tout cas, il fait quelque chose qui fait qu'il a besoin absolument de s'accomplir par des actes comme celui-là. Donc, il me semble vraiment que Pinoncelli Pinoncelli agit par instinct. Et je crois que Pierre Pinoncelli, à force de lutter, dans sa peinture d'abord, dans ses performances ensuite, contre l'hypocrisie des uns des autres, contre l'argent, contre la guerre, contre le racisme, eh bien, et fait partie de ces hommes dont l'art et la peinture, en l'espèce, mais aussi la performance, est un cri. Et c'est un cri de qualité. Je suis
un artiste SDF. Ne me laissez pas mourir dans ma caisse, bordel! Moi, j'ai toujours dit que les performances qui s'appellent des happenings dans le temps, pour moi, c'était un peu un reste d'enfance. Pour moi, c'est de l'enfance qui continue, quoi. Alors, ma femme dit, bien sûr, tu grandiras jamais. Mais moi, je souscris toujours à l'enfance, toujours là, et l'enfance qui s'arrêtera jamais, quoi. En mourant, quoi. Mais enfin, à la limite, elle s'arrêtera pas, parce que je dirais, le jour où je mourrai, je dirais, c'est un enfant qui est mort. Je suis rentré dans la Société Générale avec un masque de mort, un sombrero à la Pancho Villa et un fusil à canoncier qui est l'arme des malfrats. Et je suis arrivé dans la banque et je suis monté sur une table et j'ai crié, c'était un hold-up, bande de connards, selon les pieds nickelés. Et donc après, je suis allé vers le guichet et voilà, je devais demander 1 franc, mais j'ai demandé 10 francs à cause de l'inflation. Et donc je suis ressorti, disons que lentement, avec le fusil en travers. Et puis j'ai avancé le pas après l'autre, comme une sorte de pas de parade avec l'arme, en marchant avec le pas, vous savez, presque un pas de loi américain. Et un type stupéfait, et en fait j'ai bien fait, parce qu'il y avait un type de l'IGN, et ben quoi, qui était là, qui était à genoux, qui avait son 45 et qui était en train de me braquer. Il avait entendu les coups de feu, il passait par hasard, et il m'a dit, j'aurais vu quelqu'un qui avait un masque de mort, un sombrero mexicain à la Pancho Villa, des cartouchières qui partent en courant d'une banque, j'aurais tiré. Hein. Ça a été une sorte de braquage symbolique, mais qui était fait, je crois, oui, pour protester contre... C'est ça, pour protester contre le jumelage de la ville entre Le Cap et Nice au moment de l'apartheid. C'était pour protester, en somme, contre le racisme sud-africain de l'époque. Et il a fait certaines choses, bon, qui me semblent sans... vous les avez vus, là, il a fait partir à Pékin en vélo, bon, en quoi c'est... Enfin, prétendre que c'est artistique, c'est pas forcément... Ça me paraît pas fondamentalement artistique. Il y a 2 choses. Enfin, il me semble que tout d'abord, d'une manière générale, le mythe de l'artiste incompris, c'est vraiment un truc qui est bon pour le 19e et qui, au 20e, a vraiment tend à se diminuer. À partir du moment où il y a eu un marché de l'art, je pense que tout ça s'est transformé et où il y a eu beaucoup moins d'artistes incompris. Ou en tout cas, s'il y a eu des artistes incompris, ils le sont beaucoup plus restés. Un artiste fait ce qu'il a à faire. Alors, celui qui veut entrer dans le marché de l'art, il fait ce qu'il faut. C'est exactement comme en politique. Il faut savoir lécher les culs qu'il faut lécher, passer la brosse à luire là et insister, être là, omniprésent. Et voilà pourquoi on s'entend si bien, puisqu'il n'y a pas d'effet pervers comme dans les milieux artistiques à Paris, où maintenant les peintres s'enferment parce que si le copain vient et qu'il voit ce qu'il est en train le produit de sa recherche, il rentre vite chez lui, il le fait aussi, et s'il est plus roublard, c'est lui qui expose le premier. Mais ça fait 30 ans que je vois ça, une méfiance. Chez les peintres, il y a l'espionnage industriel. Il y a exactement la même chose, avec des peintres qui envoient leurs femmes coucher avec d'autres peintres pour avoir leur liste, leur carnet d'adresses. Non, mais c'est extraordinaire. La seule chose que je peux vous dire, et ça n'a rien à voir avec les artistes et leur travail, les artistes et leur travail, ils sont tributaires d'un ensemble, et surtout, je parle évidemment des artistes en France. C'est un pays où il y a un ministère de la culture, où il y a des institutions, où il y a des fonctionnaires qui, eux, juge ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, et voilà. Donc, ces institutions fonctionnent avec le marché de l'art et ne vont pas à la découverte de la création artistique de ce pays. Personne n'a jamais tenté de me récupérer, à la limite, ni un musée, ni disons, ni un grand marchand, ni rien du tout, quoi. Je suis resté comme une sorte de, pour les gens, une sorte de type hors course, pas ringard, mais je suis allé un peu méchant avec moi, mais quelqu'un qui était trop extrême pour être à la limite malléable, être inclus dans un sorte de système. Donc j'étais une sorte de personnage qu'on pouvait taxer à la limite d'amusant, scandaleux, mais on me traitait comme quelqu'un à la limite en dehors du coup, puisqu'en France, d'autant plus qu'il n'y a pas de performeur vraiment. La performeur ne fait pas partie de l'art. En plus, c'est pas lié au marché, donc c'est pas une question d'argent. Donc personne s'y intéresse vraiment du fait que maintenant, bon, l'art, c'est l'argent, c'est devenu l'argent. Quand on passe l'exposition Dada
on en parlait hier soir, qui a été sponsorisé par François Pinault, alors que pour Dada, l'argent, c'était vraiment le pire qu'il pouvait exister à un artiste, de ramener de l'argent avec l'art. Donc quand on voit ces Pinault qui sponsorisent une exposition Dada à Beaubourg, bon, ça veut tout dire, quoi, que l'art est à la merci, comme tout le reste, de l'argent et du profit, quoi. Bien sûr, c'est une performance et le coup de marteau, c'était pas un coup de marteau de vandale, c'était un coup de marteau de commissaire-priseur. Je dis que j'ai de nouveau adjugé l'objet à la dérision, à la provocation, ce pourquoi Duchamp l'avait fait en 1917 et que l'État a trahi en faisant ce que j'appelle le faux d'or de l'art contemporain, alors que c'était pas du tout ça au début, quoi. Donc en voulant casser, j'ai pas voulu casser l'urinoir, pas ni Duchamp, j'ai voulu casser l'institution et ce qu'elle avait fait de l'urinoir.